Un Spring Campus réussi, c'est un Spring Campus où on va parler un petit peu de géopolitique. Alors, on va vous parler de géopolitique, mais au travers d'un témoignage absolument exceptionnel. Et on va parler géopolitique et on va surtout parler de guerre économique et de la guerre économique que vous connaissez toutes et tous et que se livrent de manière impitoyable les trois grands blocs, l'Europe, qui apprend un petit peu à se connaître, les États-Unis et l'Asie, à travers la Chine. Alors vous connaissez tous l'adage qui dit que ce que femme veut, Dieu le peut. Eh bien, je pense que depuis 10 ans, on pourrait dire et on devrait dire ce que Oncle Sam veut, Dieu le peut. Alors la domination américaine, elle a commencé grosso modo avec la domination militaire au moment de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça je crois que vous le comprenez tous. Et puis juste après est venue la domination monétaire avec le dollar, qui est devenu la monnaie de référence internationale, à tel point que Connelly, qui était donc le ministre du Trésor de Nixon, un jour a dit « Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème ». Et puis après, il y a maintenant quelques années, les Américains ont décidé que le secret fiscal suisse posait un problème, et donc le secret fiscal, qui était quand même le cœur de la réussite bancaire suisse, a sauté. Puis après, il y a des banques françaises qui ont pris des amendes. Pourquoi? Parce que les Américains se sont donné le droit, alors mes propos ne sont pas anti-américains, hein, je constate, mais les Américains se sont donné le droit que toutes les transactions qui sont menées en dollars peuvent faire l'objet de sanctions. Regardez déjà le nombre de matières premières ou de biens industriels qui sont vendus en dollars. Donc je vous laisse seul juge de l'intérêt d'avoir une monnaie de référence qui soit autre chose que le dollar. Alors notre invité a payé très très cher les affres de cette guerre économique et de l'instrumentalisation du droit pour servir des intérêts économiques. Alors Frédéric Pierucci, vous le connaissez tous, sans le connaître. Il a défrayé la chronique. En clair, il est arrivé un jour en 2013. Il a travaillé chez Alstom pendant 20 ans. Hein. Et il est arrivé en 2013 sur le tarmac de New York et il a été arrêté par le FBI. Alors il va passer 2 séjours en prison, 26 mois. Et comme par hasard, je dirais, son séjour en prison va coïncider avec les transactions et les négociations du rachat d'Alstom par GE. C'est une pure coïncidence. La réalité n'est que fortuite, bien évidemment. Et il est libéré d'ailleurs le jour où finalement le gouvernement français, vous vous souvenez de Montebourg, donne son accord pour le rachat d'Alstom par GE. Là aussi, c'est sans doute une coïncidence. Alors il a écrit un bouquin que je vous recommande, qui s'appelle Le piège américain. Ça fait un petit peu froid dans le dos, surtout pour les gens qui sont des exportateurs et qui dépendent de grands projets internationaux. Il a depuis créé une société de conseil qui s'appelle Acarian, qui conseille notamment les grandes sociétés qui sont tournées vers l'export et qui vivent de grands projets industriels. C'est également un grand défenseur de l'industrie, c'est quelqu'un qui connaît bien l'industrie française. Donc il va nous parler de son témoignage, de sa compréhension des enjeux macroéconomique et également de sa vision industrielle pour notre pays. Donc merci d'accueillir Monsieur Pierucci. Donc on va parler effectivement de guerre économique et surtout de responsabilité pénale des dirigeants. Alors je sais qu'à 18 heures, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, j'avais passé 20 ans dans le groupe Alstom et je vais revenir un petit peu sur ce qui m'est arrivé avant de parler du propos plus général de la guerre économique. Donc, effectivement, en 2013, j'habitais à Singapour et je faisais des voyages réguliers sur les États-Unis parce que j'ai à peu près 700 personnes à diriger là-bas. Et lorsque je suis arrivé sur l'aéroport de Kennedy le 14 avril 2013, à la sortie de l'avion, lorsque la porte s'est ouverte, j'avais le comité d'accueil, 5 personnes du FBI qui m'attendaient et qui m'ont dit « Monsieur Pierucci, vous êtes en état d'arrestation ». Ils m'ont passé les menottes à la porte de l'appareil et m'ont emmené au siège du FBI à Manhattan. Donc j'avais absolument aucune idée de la raison pour laquelle j'étais arrêté. Les personnes qui m'arrêtaient n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle elles m'arrêtaient non plus. Ils avaient juste ordre de m'arrêter et de m'amener au siège du FBI. Là, je rencontre le procureur du Department of Justice, alors le ministère de la Justice américain, qui me dit la chose suivante. Monsieur Pierucci, votre entreprise est sous enquête depuis plusieurs années pour des faits de corruption un peu partout dans le monde et a décidé de ne pas coopérer avec la justice américaine. Et je reviendrai un petit peu après sur ce que ça veut dire coopérer avec la justice américaine. Et donc, nous avons investi des millions, voire des dizaines de millions de dollars dans l'enquête, parce que c'est une enquête mondiale contre le groupe Alstom, où ils ont des équipes du FBI très expérimentées qui ne s'occupent que de ces lois extraterritoriales américaines. Et votre entreprise ne coopérant pas, nous avons décidé de porter un coup important en vous arrêtant pour faire comprendre à l'entreprise qu'il est temps de coopérer avec la justice américaine. Notre but
est d'arrêter le dirigeant, le CEO du groupe, de le mettre en prison pendant très très longtemps. Et pour cela, nous avons besoin de votre aide. Alors, et là, tout se joue dans les premières minutes. Et là, on vous dit la chose suivante. On vous arrête parce que 10 ans plus tôt, en 2003, Alstom a remporté un contrat en Indonésie dans lequel Alstom avait utilisé 2 agents commerciaux qu'ils avaient payés 1% et 2% respectivement pour remporter ce contrat. Vous en utilisez tous certainement des agents à partir du moment où vous êtes à l'export. Et donc, un de ces agents a payé un pot de vin à un officiel indonésien. On sait que ce n'est pas vous qui avez sélectionné l'agent, on sait que vous étiez beaucoup plus bas dans l'organisation avant, que vous n'avez pas reçu de rétrocommission, il n'y a pas d'enrichissement personnel, etc., etc. Mais vous étiez au courant qu'Alstom avait embauché des agents, et donc on a notre loi américaine du FCPA, qui s'appelle Foreign Corrupt Practice Act, dit la chose suivante. À partir du moment où vous embauchez un agent, vous devez savoir ce que cet agent va faire avec son argent. Sinon, vous êtes accusé de ce qu'on appelle willful blindness. Willful blindness, ça veut dire vous mettez la tête dans le sable. D'accord ? Vous payez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il voulait faire avec son argent. Et donc, ils m'ont dit, vous auriez dû savoir que cet agent allait utiliser une partie de sa rémunération pour payer un pot de vin. Et donc, vous êtes coupable au même titre que si vous aviez apporté une valise de cash directement dans les mains de cet officiel indonésien. Il n'y a pas de prescription là-dessus, je vais revenir un peu après sur la prescription. Normalement, c'est 5 ans, mais là, dans les faits, il n'y a pas de prescription. Et donc, on vous dit, maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que vous jouiez la top à l'intérieur de votre entreprise. On veut que vous ne téléphonez pas à votre entreprise, vous ne téléphonez pas au consulat, et vous jouez la top à l'intérieur de l'entreprise afin de collecter des preuves contre les dirigeants du groupe pour que nous puissions les mettre en examen et les arrêter. Alors, on va faire un petit test là. Là, vous êtes un dimanche soir, il est minuit, vous sortez d'un vol de 24 heures qui vient de Singapour, et on vous dit, on ne vous en dit pas plus. Vous n'avez aucun document avec vous, et on vous demande, vous jouez la top dans l'intérieur de votre entreprise ou pas. Ceux qui jouent la top, vous levez la main? D'accord. 1. Alors, je fais ce genre de conférences un peu partout dans le monde, et je l'ai fait notamment aux États-Unis. J'en ai fait une récemment à Georgetown University, dans une salle à peu près de la même taille. C'était en virtuel, bien évidemment. Et j'ai fait le test. Vous faites le même test aux États-Unis. Vous savez combien de personnes lèvent la main? Les 3/4. Les 3/4. Pourquoi? La raison est extrêmement simple. Aux États-Unis, si vous êtes citoyen américain, vous avez très très peur du département de justice. N'est-ce pas? Voilà. Le département de justice, c'est pire que la CIA, c'est pire que le NSA. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous quelqu'un qui est en prison, quasiment. Dans cette salle, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent des personnes qui sont allées en prison ou qui sont en prison, à part moi? Ok, peut-être, allez, même pas 10% de la salle. Vous faites ce même test aux États-Unis, vous avez quasiment les 3/4 de la salle qui lèvent la main. Vous avez un taux d'incarcération aux États-Unis qui est 7 fois supérieur au taux d'incarcération par habitant en France. D'accord? Donc ça veut dire en France, vous avez 70 000 personnes en prison. Aux États-Unis, si on avait le même rapport qu'aux États-Unis, il y aurait 500 000 personnes en prison en France. Vous imaginez un petit peu. Et les peines de prison sont extrêmement longues. Donc en fait, tout le monde connaît quelqu'un qui est en prison. Et lorsque le département de justice vient vous voir pour dire de jouer la taupe à l'intérieur de votre entreprise, croyez-moi, vous dites oui. Et vous dites oui tout de suite, sans poser la deuxième question. Dire non au département de justice aux États-Unis quand vous êtes citoyen américain, c'est comme dire non au KGB si vous êtes citoyen russe. Ou dire non à la DGSE si vous êtes citoyen français. Si je reprends la même question, la DGSE vient vous voir en disant il y a des problèmes dans votre entreprise, est-ce que vous jouez la taupe à l'intérieur de votre entreprise? Déjà, votre réponse va être un peu différente. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et je l'ai compris tardivement, c'est qu'à l'intérieur du groupe Alstom, je suppose que certains d'entre vous ont des employés américains, à l'intérieur du groupe Alstom, cette question a été posée à plusieurs employés, et notamment beaucoup d'employés américains. Et beaucoup d'employés américains du groupe Alstom ont joué la taupe à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire quoi, jouer la taupe à l'intérieur de l'entreprise? Ça veut dire que vous allez tous les jours au bureau avec un micro autour du cou, sous votre chemise, que vous non seulement enregistrez vos collègues, mais vous essayez de les pousser à la faute pour qu'ils s'auto-incriminent sur des faits passés. Sur 8 personnes mises en examen dans le cadre de l'affaire Alstom, j'en connais au moins 3 ou 4 qui ont joué la taupe à l'intérieur de la boîte.
C'est pas simple de jouer la top order d'une boîte. D'accord? C'est pas simple parce que ça veut dire que tous les jours, vous allez au bureau avec ce micro et que tous les jours, lorsque vous rentrez à la maison, avant de dire bonjour à monsieur ou à madame, vous êtes débriefé par un agent du FBI qui va écouter ce que vous avez enregistré, qui va vous dire là oui, là non. Demain, vous y retournez et vous essayez d'aller plus loin. Ça a duré pendant plus de 3 ans pour certains de mes collègues. Donc vous imaginez le stress aussi pour ces personnes qui jouent les tops à l'intérieur de l'entreprise. Donc à partir du moment où j'ai dit non, j'ai dit j'appelle l'entreprise, j'appelle le consulat, ça veut dire qu'en droit américain, vous ne coopérez pas avec la justice américaine. D'accord? Parce que vous vous opposez à ce qu'ils vous demandent. Donc de là, je vais vous la faire courte parce que sinon on va passer 3 heures là-dessus. De là, on m'envoie en prison pendant une première nuit. La prison de Jeffrey Epstein, ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc, on m'envoie en prison. Le lendemain, un avocat vient me voir et on m'emmène devant un juge. Et on prône ma libération sous caution. Vous savez qu'aux États-Unis, vous pouvez être libéré sous caution, vous payez une caution, vous sortez de prison et vous pouvez vous défendre. Alors, 2 choses extrêmement importantes. Je n'étais pas au courant que j'étais mis en examen. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes français et que vous êtes mis en examen par le département de justice, votre mise en examen est gardée sous scellé. Parce que, en tant que Français, la France n'extrade pas ses ressortissants. Donc ils ont peur que si votre mise en examen est publique, que vous vous réfugiez en France et que vous restiez le reste de vos jours en France. Ça vous dit quelque chose, quelqu'un qui a fait un trip Japon-Liban? Bon, même principe. Même principe. Donc, ça veut dire aussi que dans la procédure américaine, vous arrivez déjà avec un désavantage par rapport à un citoyen américain qui a déjà eu affaire à sa mise en examen, qui a dû faire face à un grand jury, etc. Lorsque vous êtes citoyen français ou de pays qui n'extradent pas ses ressortissants, vous arrivez déjà à un niveau beaucoup plus avancé dans la procédure. Deuxième chose, c'est que comme vous êtes citoyen français, ils vont refuser votre libération sous caution. Parce que pour eux, vous êtes devenu James Bond. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, ils vous disent « Ok, si on vous met dans un appartement avec des gardes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un bracelet électronique au pied, et qu'on vous prend votre passeport, vous allez quand même trouver un moyen de prendre un avion et d'aller en France, et dans ce cas-là, on n'arrive plus à vous rattraper. Donc, on ne vous libère pas sous caution. Juste pour vous donner quand même un petit élément de comparaison, des gens comme Madoff qui ont détourné 50 milliards ont été libérés sous caution. Des gens comme O.J. Simpson qui a tué sa femme a été libéré sous caution. Si vous êtes français, vous n'êtes pas libéré sous caution pour ce genre d'enfreinte à la loi américaine. Ça veut dire quoi ne pas être libéré sous caution? Ça veut dire directement vous allez en prison. Prison de haute sécurité. 4 niveaux de sécurité dans la prison américaine, on m'a envoyé directement au plus haut niveau de sécurité, avec ce qu'on appelle les criminels de carrière. Criminels de carrière, c'est une salle comme ça, avec 54 personnes qui dorment dans la même salle. D'accord? Pas de lumière, et vous êtes comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, il faut vous adapter. Vous devez vous adapter très rapidement, parce que sinon, on vous fait comprendre comment vous adapter. Tout le monde s'adapte. Croyez-moi, demain, on vous met dans ce genre de situation où vous vous adaptez. On a une capacité d'adaptation quand même assez extrêmement importante. Donc là, bien évidemment, j'ai demandé à l'entreprise de venir me voir. Vous imaginez combien de volontaires sont venus me voir? Non, mais on va faire un petit test. Vous avez un de vos salariés qui est dans cette situation. Est-ce que vous allez le voir? Oui. Pas sûr, hein? Pas sûr. D'accord? Si vous risquez d'être arrêté à la frontière américaine, pas sûr que vous alliez le voir. D'accord? Ensuite, lorsque vous êtes arrêté comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire en tant que dirigeant? Vous voulez collecter des informations pour vous défendre. Donc moi, je voulais collecter les chartes d'organisation de 10 ans plus tôt pour montrer qui rapportait à qui. Je voulais collecter les emails qui étaient échangés entre tout le monde. Je voulais collecter les procédures internes pour savoir comment ces consultants avaient été sélectionnés. Et je voulais collecter un rapport d'audit interne qui me blanchissait, qui avait été fait sur cette affaire. Si vous êtes dirigeant de l'entreprise, et ça, vous êtes tous dirigeants d'entreprise, que vous avez votre employé dans cette situation, est-ce que vous allez lui donner des éléments pour se défendre? Levez la main ceux qui vont le faire. Sûr? Non, vous n'allez pas le faire. Et je vais vous dire pourquoi vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire parce que vous allez protéger votre entreprise.
et vous allez protéger vos dirigeants qui ne sont pas arrêtés. Et donc, vous n'allez donner aucune information aux dirigeants qui viennent d'être arrêtés pour se défendre des éléments qui pourraient mettre en cause d'autres personnes qui ne sont pas encore arrêtées. Vous n'allez pas le faire. Et même si vous vouliez le faire, votre CFO ou votre directeur juridique vont vous dire de ne pas le faire. Et surtout, votre avocat qui va vous représenter contre les autorités américaines va vous dire de ne pas le faire. Parce que le faire, ça veut dire encore une fois ne pas coopérer avec la justice américaine. Donc c'est un piège aussi pour les dirigeants. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez en prison seul, sans moyen de vous défendre. Alors, donc j'ai passé plusieurs semaines dans cette prison d'abord. Et après quelques semaines, nouvelle discussion avec le procureur du département de justice. Et là, on vous dit quelque chose de très simple. Vous savez, nous aux États-Unis, on a un beau livre qui s'appelle US Sentencing Guidelines. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais essayez de garder ça en tête. US Sentencing Guidelines définit les peines de prison que les juges doivent appliquer pour des crimes fédéraux, pour harmoniser les peines dans les différents États aux États-Unis. Et il vous dit la chose suivante. Voilà, maintenant, monsieur Pirochier, vous avez deux choix. Premier choix, vous allez au procès. Si vous allez au procès, vous restez dans cette prison de haute sécurité jusqu'au jour de votre procès. On va donner à votre entreprise tous les éléments que nous avons collectés dans le monde entier avec la CIA, la NSA, etc. Dans un premier batch, on va leur donner 1,5 million de pièces. Vous avez mis des emails, etc. On reparle de ce que M. Poupard a dit tout à l'heure, on va y revenir. 1,5 million de pièces. Mon avocat me dit 1,5 million de pièces, 3 ans avec des équipes de forensique pour essayer de regarder ce qu'il y a dedans, et 5 à 10 millions de dollars. Et ensuite, on va faire un procès, donc on va prendre 12 personnes dans la rue, on va leur dire qu'une entreprise française a fait de la corruption en Indonésie contre une entreprise américaine, on peut vous donner déjà le résultat. Pas besoin on peut vous donner les statistiques, vous avez 0 chance de gagner. Si vous perdez, on a un beau livre qui s'appelle US Sentencing Guidelines qui définit les peines de prison. Pour enfreinte à cette loi américaine de FCPA, les peines de prison des individus sont calculées sur le profit réalisé par l'entreprise sur les projets incriminés. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez ou pas une rétrocommission ou un enrichissement personnel. Alstom ayant déclaré X millions de profits sur ce projet-là, ça équivalait pour moi à une peine de prison de 15 à 19 ans si je perdais au procès. Deuxième solution, vous plaidez coupable sans même regarder ce que vous avez contre vous, ce qu'il y a contre vous, et si vous plaidez coupable, vous sortez au bout de 6 mois. On fait un petit test. Qui va au procès? D'accord. Je vois que personne ne va au procès. D'accord? Personne ne va au procès. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, bien évidemment, j'ai plaidé coupable. Personne ne va au procès. Et c'est pour ça que vous avez aux États-Unis ce qu'on appelle un conviction rate. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes mis en examen, vous avez un conviction rate de 98,5%. C'est stalinien. C'est comme au Japon, c'est comme dans certains pays comme ça, de justice négociée. Parce que sur 100 personnes mises en examen, 90 plaident coupables, vu les peines de prison qui sont extrêmement importantes. Et pour les 10 qui vont au procès, 8,5 perdent, parce qu'ils vont au procès, en général, c'est parce que de toute façon, il n'y a pas de différence entre aller au procès ou ne pas aller au procès. Donc, ce que vous voyez dans les séries américaines, vous savez, du genre une salle de cour avec un juge, un avocat, un procureur, etc., et quelqu'un qui va plaider la libération de la veuve et de l'orphelin, etc., ça n'existe plus aux États-Unis. Ça existe que dans des cas extrêmes. Il n'y a quasiment plus de procès parce qu'on est dans une justice négociée. Moi, quand j'écris le livre « Le piège américain », j'ai eu beaucoup de réactions, notamment de juges américains ou d'avocats américains qui me disent « on a perdu notre âme depuis 15 ans ». On a perdu notre âme parce que les avocats sont censés normalement protéger et défendre les intérêts des entreprises ou des individus, mais là, ils doivent simplement négocier avec des procureurs surpuissants. Et les juges ne sont là que pour mettre des tampons sur des accords négociés entre un procureur et une personne morale ou une personne physique. Donc, mon histoire, bien évidemment, continue et je vais m'arrêter là parce que je pense que vous aurez le livre en sortant, donc vous aurez le loisir de comprendre un petit peu le reste de l'histoire. Alors, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que les États-Unis, bien évidemment, tout ça, c'est fini par le rachat d'Alstom par General Electric, qui était la raison principale de cette opération. Chose qu'à l'époque, Montebourg avait très bien compris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2014, etc. C'était vraiment un gros chantier médiatique. Hein. À l'époque, c'était un vrai scandale. Parce que vendre Alstom à General Electric, Alstom, quand même, produit
les turbines pour toutes nos centrales nucléaires et fait la maintenance de toutes nos centrales nucléaires. C'est pas rien en termes de souveraineté économique. Quelques mois après avoir racheté Alstom, General Electric a menacé EDF d'arrêter de fournir des pièces de rechange pour les centrales nucléaires afin de renégocier le contrat commercial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Arrêter de fournir des pièces de rechange, ça veut dire mettre le pays dans le noir. Alstom, en 100 ans de relation avec EDF, on n'a jamais menacé EDF d'arrêter de leur fournir des pièces de rechange. D'accord. Seule une entreprise étrangère peut se permettre ce genre de choses. D'accord. Donc, ce n'est pas la même chose de dépendre de entreprises étrangères ou pas. Je vous donne un autre exemple. Lorsqu'on s'est opposé aux États-Unis lors de la deuxième guerre du Golfe, vous vous souvenez le discours de Villepin aux Nations Unies, les États-Unis, derrière, ont refusé de nous fournir les catapultes pour notre Charles de Gaulle. Donc le Charles de Gaulle, en fait, il n'y avait qu'un élément américain, c'était ces catapultes qui permettaient de catapulter les avions. Sans catapulte, il était en rade, notre Charles de Gaulle. Donc lorsqu'on a des points de vulnérabilité comme ça dans notre industrie, sur des sujets critiques, régaliens, l'énergie, la défense, etc., on est dans un rapport de vassalité, en fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis ont développé tout un arsenal de lois extraterritoriales. Alors, ça veut dire quoi, extraterritoriales? Ça veut dire qu'elles s'appliquent aux entreprises américaines, mais elles s'appliquent surtout aux entreprises non américaines. Et comment est-ce qu'ils arrivent à rattacher les cas des entreprises non américaines aux États-Unis? Par deux grands canaux. Premier canal, le dollar. Ils considèrent qu'à partir du moment où vous faites une transaction en dollars, à un moment, il y a un point de contact avec le territoire américain via une clearing bank, et donc vous êtes sous loi américaine. Deuxième canal, on en a parlé tout à l'heure, Internet et les GAFAM. À partir du moment où vous utilisez des outils américains, par exemple des emails, qui sont un instrument de commerce international, si vous utilisez des emails et que votre email est transite ou est stocké sur le territoire américain, vous êtes sous loi américaine. Avec ces deux canaux, ils arrivent à mettre sous loi américaine l'ensemble du monde, comme vous pouvez l'imaginer. Et ils le font, mais surtout ils l'utilisent. C'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens de faire appliquer leur loi. Cette loi anticorruption américaine, c'est la bombe atomique économique. À partir du moment où vous faites de l'export, vous êtes exposé. Cette loi, très rapidement, elle a été promulguée en 1977. À l'époque, juste après le Watergate, vous avez un énorme scandale. Lockheed Martin, qui fabrique les avions de chasse américains, a payé des pots de vin un peu partout dans le monde. Et donc, vous avez Carter qui est au pouvoir. Il décide de pénaliser la corruption d'agents publics à l'étranger. Chose qui est nouveau pour tout le monde. En 1977, je vous rappelle que jusqu'à l'an 2000, les entreprises françaises allaient déclarer à Bercy les pots de vin, c'était déductible de l'IS. Ce qui était à peu près partout, à peu près partout en Europe et au Japon, etc. Donc c'était quand même très novateur. Ce qui mettait en désavantage les entreprises américaines. Donc les entreprises américaines ont fait pression sur le Congrès et sur le département de justice pour que cette loi ne soit pas vraiment appliquée. Et en 1977 jusqu'à l'an 2000, cette loi n'a quasiment pas été appliquée aux États-Unis. Mais ensuite, il s'est passé les années 90. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90? Fin de la guerre froide. Fin de la guerre froide, vous avez 16 agences de renseignement américaines qui se retrouvent au chômage. D'accord? Plus de renseignement politique. Vous avez Clinton qui réoriente tout ce beau monde du renseignement politique vers le renseignement économique. Si vous parlez avec les gens de la DGSE, des GSI, etc., ils vous disent qu'à peu près 60% des agences de renseignement américaines maintenant se concentrent sur le renseignement économique. On l'a vu avec l'affaire Snowden, etc., qu'il a mis en évidence. Et donc, à partir de ce moment-là, il réoriente les agences de renseignement sur le renseignement économique, et vous avez des petits malins, notamment poussés par le directeur juridique de General Electric à l'époque déjà, qui proposent de rendre cette loi extraterritoriale. Donc à partir de 1998, la loi est extraterritoriale. Et à partir des années 2000, ils commencent vraiment à appliquer la loi. En 2005, ils récoltent 10 millions de dollars au titre de cette loi d'amende. Quasiment rien. L'année dernière, 6 milliards. Vous voyez l'accroissement en 15 ans. Et ils ciblent qui? Pour une loi américaine, vous avez 80% des amendes qui sont payées par des entreprises non américaines. Et dans ces 80%, les 2 tiers sont payés par des entreprises européennes. Donc ils s'attaquent d'abord à leurs alliés
européens et japonais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les années 2000, c'était les grands concurrents des entreprises américaines. Et ils vont d'abord taper sur des secteurs assez classiques, on va dire, l'énergie, les télécoms, l'oil and gas, et petit à petit, en fait, ils vont taper tout azimut. Toute industrie et toute taille d'entreprise. Au début, on commençait avec les grosses, mais maintenant, c'est toute taille d'entreprise. Donc, ce qui résulte, ne serait-ce qu'à l'échelle française, sur les 10 dernières années, nos entreprises ont payé 14 milliards de dollars d'amende au Trésor américain pour enfreindre aux lois extraterritoriales américaines. 14 milliards de dollars. Et c'est que la France. D'accord. Donc, comment est-ce qu'ils captent les informations? Très simple. Beaucoup de moyens pour capter les informations. Un, les gens de l'ambassade américaine ici regardent le journal comme vous et moi tous les matins. Ils vont voir dans le Canard enchaîné, Mediapart, une entreprise française fait de la corruption dans tel ou tel pays. Ils vont demander à cette entreprise de venir à Washington pour leur expliquer qu'ils sont sous loi américaine et de leur expliquer ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc ça, c'est imparable. Deux, ils payent les donneurs d'alerte. 10 à 30% du montant de l'amende que l'entreprise paiera au bout du compte. Donc 10 à 30%, c'est beaucoup. En France, on ne paye pas les donneurs d'alerte pour des faits de corruption ou autres. D'accord ? 10 à 30%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on parlait des Suisses tout à l'heure, vous avez une personne de UBS qui est allée déclarer aux États-Unis que UBS cachait de l'argent de citoyens américains pour faire de l'évasion fiscale. Le gars, il a touché un chèque de 104 millions de dollars de l'IRS et de la SEC. Donc avec 104 millions de dollars, vous pouvez être donneur d'alerte. Vous avez des entreprises américaines, notamment des cabinets d'avocats, qui font leur démarchage en France pour inciter des donneurs d'alerte dans vos entreprises pour aller faire des plaintes aux États-Unis contre vos entreprises. D'accord ? Et en fait, ils packagent le service. Les donneurs d'alerte n'ont rien à payer. Et ces entreprises prennent simplement un pourcentage sur ce que le donneur d'alerte va récupérer. Ils font des opérations, ce qu'on appelle sting operation. Sting operation, c'est quoi? Vous avez tous des gens qui font de la vente à l'export dans certains pays, ou certains d'entre vous. Alors, sting operation, ça va vous intéresser. Je vous donne un exemple. Le FBI a envoyé au Gabon, on ne peut pas dire que ce soit un pays qui soit pratiqué spécialement sous domination américaine, au Gabon, un agent du FBI déguisé en agent commercial. Il s'est présenté en tant que consultant auprès d'une vingtaine d'entreprises au Gabon en disant, voilà, je représente le ministre de la Défense gabonaise, je peux vous avoir les contrats avec le ministère de la Défense gabonaise, vous me payez 10%, je garde 5%, je donne 5% au ministre. Tout ça enregistré. 22 entreprises mises en examen pour tentative de corruption. D'accord ? Donc ça, vos commerciaux, il faut leur faire un peu de formation là-dessus, parce que demain, ils peuvent très bien se retrouver avec ce genre de provocation. D'accord ? Autre moyen de capter l'information, et M. Poupard en a parlé tout à l'heure, le Cloud Act. Alors, tous les ans, vous avez une nouvelle loi extraterritoriale américaine. Mais le Cloud Act, c'est le summum du summum. Le Cloud Act vient de où? Vous vous souvenez de l'affaire Snowden? Bon, qu'a dit Snowden? Snowden a dit que la NSA travaillait avec une centaine d'entreprises américaines, dont les GAFAM, mais pas que les GAFAM, une centaine d'entreprises américaines, pour collecter les informations de tout le monde, de tous les citoyens européens, de toutes les entreprises européennes, de tout le monde, en fait. Même les gens qui étaient dans les avions, ils collectaient toutes les informations. D'accord? Et à des fins, bien évidemment, de guerre économique. Notamment, sous couvert, bien sûr, de lutte contre le terrorisme, mais le but final, ils n'ont jamais utilisé très peu d'informations pour l'antiterrorisme, et surtout à des fins de guerre économique. Donc lorsqu'ils ont été pris à la main dans le sac avec l'affaire Snowden, il s'est passé un gros problème pour les entreprises qui avaient coopéré avec la NSA. Parce que ces entreprises avaient violé des lois, bien évidemment, européennes. Vous avez vu beaucoup de plaintes contre ces entreprises-là suite à ces affaires d'espionnage en France. Pourtant, peut-être vos entreprises ont été espionnées. Beaucoup d'entreprises ont été espionnées à l'époque. Qui a déposé plainte contre Microsoft, contre Google, contre Amazon, etc. pour espionnage? Personne. Donc, tant qu'on gagne, on joue. D'accord? Comme il n'y a pas de réaction européenne, on continue à jouer. Et on a continué à jouer, mais on a voulu protéger les entreprises américaines qui avaient fait cet espionnage. On a voulu leur donner un cadre légal.
Et donc, on a pondu le Cloud Act. Et le Cloud Act, ça dit quoi? Ça dit qu'à partir du moment où vous stockez vos données dans le cloud, si votre service provider est une boîte américaine, comme l'a dit M. Poupart tout à l'heure, les autorités américaines, sous couvert d'une enquête, alors ça peut être une enquête pour n'importe quoi, peut-être pour corruption, peut-être pour vol d'IP, si vous avez une filiale aux États-Unis, ça c'est assez souvent le cas. Vous avez une filiale aux États-Unis, vous faites du business là-bas, vous commencez à déranger certains de vos concurrents, on va vous mettre un procès aux fesses pour une raison X ou Y, et les frais d'avocat sont tellement énormes que vous allez devoir de toute façon arrêter votre activité ou vendre votre activité. Ou, pour collecter des informations, ils peuvent très bien, si vous êtes sous enquête aux États-Unis pour n'importe quel cas, demander aux GAFAM de leur donner les informations que vous avez stockées dans le cloud, sans vous en informer. D'accord, bien évidemment. Donc, c'est extrêmement violent, même si les serveurs sont basés en France. Donc, lorsque l'ANSSI vous dit il faut faire très très attention à ça, oui, il faut faire très très attention à ça, surtout sur vos données stratégiques. D'accord ? Mais pas que sur vos données stratégiques. Et il faut aussi que l'État fasse la même chose. Parce que si certains d'entre vous ont bénéficié du PGE, dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous donnez toutes vos informations financières à la BPI pour obtenir le PGE et que la BPI met ses données sur Amazon Web Services, vous imaginez dans la guerre commerciale actuelle toutes les informations financières que les Américains ont sur vos entreprises. Donc actuellement, vous avez le CICE, qui est l'organisme de l'État qui collecte les attaques contre les entreprises françaises suite post-Covid, et qui sont actuellement alarmés par le nombre d'attaques sur les entreprises françaises. Donc si nous-mêmes, nous donnons des bâtons pour nous faire battre aussi, ça devient un vrai sujet. Donc, ces lois, alors, quelles réactions avons-nous pour l'instant en Europe? Alors, il y a eu des réactions par pays. En France, on a commencé à réagir en créant la loi Sapin 2. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la loi Sapin 2. Bon, en gros, ça permet de laver notre linge sale en famille sur les affaires de corruption. Grâce à la loi Sapin 2, on a récupéré 2,5 milliards qui, sans la loi Sapin 2, auraient été payés au trésor américain. Mais on est très très isolé en Europe, comme l'a dit M. Poupart aussi tout à l'heure. On est extrêmement isolé parce que beaucoup d'autres pays européens sont extrêmement atlantistes. L'Allemagne en premier, mais plus vous allez vers l'Est, plus ils sont atlantistes. Et plus vous allez au Nord, plus ils sont atlantistes. Donc, en fait, ceux qui veulent faire de vraies réformes en Europe sur ces sujets d'extraterritorialité du droit américain se comptent sur les doigts de la main. Et en fait, la France est très très isolée sur ce genre de pratiques. Alors, ceux qui réagissent beaucoup, à votre avis, c'est qui? Les Chinois. Les Chinois et les Russes. Alors, le monde va être, je pense, de plus en plus segmenté. Et notamment l'Internet va être de plus en plus segmenté, les données vont être de plus en plus segmentées. Je vous donne par exemple quelques réactions chinoises ou russes récemment. Les Russes ont décidé que, par exemple, lorsque vous êtes une entreprise stratégique, régalienne, vous n'avez plus le droit d'utiliser d'auditeurs non russes. Plus de CAC non russes. Ça me paraît pas si bête que ça. D'accord ? Lorsque vous êtes une entreprise chinoise, le gouvernement chinois a décidé que d'ici 2024, plus de software américain sur les ordinateurs publics chinois. Ils ont décidé aussi que lorsque vous faites une introduction en bourse, maintenant, ils sont en train de décider ça, en tout cas, plus d'introduction en bourse aux États-Unis pour les entreprises stratégiques. Introduction en bourse à la bourse de Shanghai ou à la bourse de Shenzhen. D'accord. Donc ils reprennent tout cela en main. Là, on a parlé tout à l'heure de l'affaire Huawei aussi, la bagarre sur la 5G. Même chose. La 5G, qu'est-ce qui s'est passé sur la 5G? Huawei avait 2 ans d'avance sur Nokia Ericsson, qui avait lui-même 1 an d'avance sur Cisco. Donc les Américains étaient largués. Donc bien évidemment, c'est plus facile pour les Américains, la NASA, d'aller se plugger sur les câbles danois, on parlait tout à l'heure du Danemark, sur les câbles danois, comme vous avez vu dans ces dernières semaines. Et aussi, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller hacker du Nokia ou du Ericsson que du Huawei. Donc la guerre sur la 5G, c'est ça, au bout du compte. Hein. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, vous vous rendez compte que
je vais vous donner un dernier exemple avant de clore cette présentation. Il y a une personne aux États-Unis qui a dit la chose suivante. Ça va vous montrer à quel point les Américains ne nous font pas confiance. Cette personne a dit, dans l'intérêt stratégique des États-Unis, il faut que nous rachetions soit Nokia, soit Ericsson, soit les deux. D'accord? Donc c'est pas rien quand même, quelqu'un qui dit ça. Devinez à peu près qui a pu dire ça aux États-Unis. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le département du commerce, ce n'est pas le département de la défense, c'est le patron du DOJ. C'est le patron du ministère de la Justice, après avoir infligé une amende de 1 milliard de dollars à Ericsson pour corruption. Je ne sais pas si vous voyez Dupond-Moretti dire, dans l'intérêt supérieur de la nation, il faudrait que nous rachetions telle entreprise pour sécuriser nos communications. Bon, voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup et puis j'attends vos questions. Bon, donc on a un petit crédit de temps là, de la part de François pour quelques questions. Moi, je veux bien commencer. Je voudrais juste savoir rapidement, est-ce que vous pensez qu'on peut faire un parallèle avec ce qui est arrivé à Carlos Ghosn, ce qui vous est arrivé? Ou est-ce que vraiment, avec Carlos Ghosn, on est sur un autre registre? Non, mais de manière générale, nous sommes dans une guerre économique sans pitié. Et ça, on ne met pas en face de cette guerre économique les moyens nécessaires. Et l'affaire Carlos Ghosn, déjà à la base, c'est une erreur française. D'accord ? C'est lorsque nous avons voulu humilier les Japonais en doublant les droits de vote français à l'intérieur de Renault, d'accord, on a déclenché la réaction en chaîne qui a conduit à l'arrestation de Carlos Ghosn. Donc, bien évidemment, c'est une sphère de guerre économique derrière cette arrestation. Okay. Très bien. Question. Alors, on va commencer par les dames. Je voulais juste savoir pourquoi c'était pas possible de dire oui, je vais faire la taupe, de rentrer en France et puis de se carapater. Alors, il y en a qui ont essayé, comme on dit. Ils ont eu un accident. Ils ont eu quelques accidents. Depuis que j'ai créé mon cabinet de conseil, on a conseillé certaines personnes qui étaient dans ce genre de situation. Et croyez-moi, ça s'est très 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 mal fini pour elles. Ils ne sont pas idiots. Ils ne vont pas vous relâcher dans la nature sans un fil à la patte. Et le fil à la patte, souvent, c'est un fil à la patte qui concerne votre famille, vos avoirs, vos biens, votre banque, etc. Donc ça c'est impossible. Oui, Margot. Oui, merci Frédéric. Moi j'avais une question par rapport à Alstom. En fait, j'ai lu le livre et j'espère que vous le lirez tous parce que c'est juste passionnant. Mais l'attitude d'Alstom, on parle des Américains, mais l'attitude d'Alstom, elle est épouvantable. Et je ne comprends pas comment est-ce que... voilà, on n'en parle pas davantage et comment est-ce qu'on peut avoir des patrons français qui se comportent de cette façon-là. Alors, c'est pas si simple que ça. Oui, on peut être offusqué, tout ça, mais si je te dis tu passes 15 ans en prison ou tu sauves ton entreprise, même si elle est stratégique, je pense que beaucoup de gens vont penser d'abord à eux avant de penser à leur entreprise. C'est un piège pour tout le monde, ça. Et croyez-moi, je pense que le PDG d'Alstom, j'ai eu quelques raisons de lui en vouloir, parce qu'il ne m'a pas du tout aidé. Mais comprenez bien que ce piège est un piège, comme je le dis, pour tout le monde, pour l'employé, pour le dirigeant, pour l'entreprise, pour l'État. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que soit que l'État rentre en négociation directement avec l'État américain, d'accord, ce qu'auraient fait les Chinois, ce qu'auraient fait d'autres pays, soit, comme les États-Unis ne comprennent que le rapport de force, bah vous arrêtez en France le patron de Google ou le patron de Goldman Sachs, et après vous négociez. Et c'est ce qu'ont fait d'autres pays, hein. C'est ce qu'ont fait la Turquie, c'est ce qu'ont fait d'autres pays, et à partir de ce moment-là, on négocie. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais en prison aux États-Unis à un moment, j'avais demandé à être transféré en France. Vous savez que lorsque vous êtes condamné dans un pays, vous avez un accord de transfèrement entre les pays. Notamment, il y a un accord bilatéral entre les États-Unis et la France pour transférer les prisonniers. Donc je cochais toutes les cases pour être transféré. Sauf que le gouvernement américain s'y est opposé parce qu'au moment où je voulais être transféré, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte justement sur ce rachat d'Alstom par General Electric. Et donc le département de justice ne voulait pas que je témoigne dans cette commission d'enquête parlementaire, ce qui a
obliger le président de la commission d'enquête parlementaire et sa vice-présidente à venir m'auditer dans ma prison aux États-Unis. Je pense que je vais être le seul à être audité dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire dans ma cellule autre part. Mais au point qu'à l'époque, le gouvernement français avait réfléchi à un échange de prisonniers, comme pendant la guerre froide, d'accord, en disant « Ok, on va récupérer Pierucci et on va leur donner un Américain ». Sauf qu'on a regardé le nombre d'Américains dans les geôles françaises. Vous imaginez le nombre? Voilà, 60 Français dans les geôles américaines, 0 Américains dans les geôles françaises. Donc ça a tourné court, l'échange. Ok. Dans le fond, question. Oui, oui. Frédéric Lamier, pentalogue. Frédéric. Ah, pardon. Frédéric, je suis Excuse-nous. impressionné de votre résilience. J'ai une question à vous poser, c'est que vous avez 200 développeurs avec beaucoup d'ambition devant vous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on réussit à concrétiser cette ambition sans aller sur le marché américain, sans utiliser un cloud américain et sans faire aucune transaction qui puisse engager de près ou de loin le dollar? Donc je crois que c'est votre métier aujourd'hui. La question est vaste, mais que pouvez-vous nous dire? Alors, la question est bien évidemment compliquée, parce que tout le monde est attiré par le marché américain, tout le monde veut faire une IPO aux États-Unis, tout le monde veut lever de l'argent là-bas. Moi, je vous dis, réfléchissez bien avant de faire ça, d'accord? Parce que être coté sur le marché américain, c'est aussi un des liens de rattachement qu'ils utilisent, bien évidemment. Et dans ce cas-là, vous avez, en plus du département de justice, la SEC qui vous poursuit, d'accord? Même si vous faites des ADR sur le territoire américain. Donc, réfléchissez bien avant d'aller dans ce développement-là. Et si vous y allez, il faut vraiment mettre ceinture et bretelles. Donc, ceinture et bretelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il faut avoir des procédures, notamment sur la partie anticorruption, qui répondent aux obligations du département de justice. Et le département de justice et la SEC ont émis des guidelines qui vous imposent, entre guillemets, de mettre 10 procédures en place à l'intérieur de votre entreprise. Et au moins, si vous mettez en place ces procédures, donc ces codes de conduite, vérification d'intégrité des parties cieses, due diligence, cartographie des risques, ligne d'alerte, enfin j'en passe et des meilleurs, au moins ça vous donne une protection et vous pouvez vous dire que s'il y a un problème, par exemple, on ne sait jamais, il y a un problème de corruption ou autre, vous pouvez vous abriter un petit peu derrière ça en disant je suis de bonne foi, j'ai mis au moins en place des procédures. Mais n'y allez pas la fleur au fusil sans vous mettre au moins en adéquation avec les attentes du régulateur américain sur ces problèmes de corruption, de respect des embargos. Ça aussi, c'est l'autre grand volet dont on n'a pas parlé. Mais les sanctions américaines, les embargos américains, là, c'est même pas dans le droit. On parle là de décision de dire on veut réguler le commerce international, on ne veut pas que les Français vendent en Iran, on ne veut pas que les Chinois achètent à Taïwan, on ne veut pas à cause des Ouïghours, qu'une société française achète à tel fournisseur chinois, etc. Donc là, vous avez actuellement des sanctions qui sont extrêmement importantes. Donc mettez-vous en règle avec tout ça. Utilisez le moins possible le dollar. Isolez votre filiale américaine du reste de votre groupe. D'accord. Moi, je vous conseille de ne pas la rattacher à votre groupe. Faites une filiale complètement stand-alone. Et formez vos personnels. Parce qu'en fait, il faut que tout le monde soit formé à ce genre de situation. Est-ce que vous avez des plans de crise là-dessus? Par exemple, est-ce que vous avez tous une assurance RCMS, responsabilité civile et pénale des dirigeants? Est-ce que vous savez qui est votre assureur? Est-ce que vous savez ce que couvre cette assurance? Est-ce que vous savez si vous êtes arrêté demain, si cette assurance couvre les frais d'avocat post-plaidé coupable dans des pays comme les États-Unis, etc., etc. Vous êtes posé ce genre de questions? La question de l'assurance est une question clé sur ces sujets-là. D'accord. Si vous ne voulez pas mettre en péril tout ce que vous avez accumulé en tant qu'entrepreneur, d'accord, c'est une question clé. Dans notre cabinet, nos principaux clients sont les entreprises qui sont en LBO. D'accord. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont travaillé 10 ans, 20 ans, 30 ans à monter une boîte, qui sont arrivés à une certaine taille
et qui sont à risque, d'accord, et qui ne veulent pas tout perdre du jour au lendemain, parce que dans une affaire comme ça, vous perdez tout. D'accord, vous perdez le fruit d'une vie. D'accord. Lorsque Alstom paye 772 millions de dollars d'amende au Trésor américain, le PDG d'Alstom, il s'en fout. C'est pas son fric. C'est pas son fric. D'accord. Et à la limite, il négocie ça, et ça aurait été 1 milliard, c'était 1 milliard, c'était 500 millions, c'était 500 millions. C'est pas son argent. Lorsque c'est votre argent, lorsque vous êtes actionnaire de votre propre entreprise, c'est votre argent que vous perdez. D'accord. Et ça change tout. Donc, en général, ce sont les gens qui sont les plus sensibilisés à ce genre de sujet. Ok, une dernière question. Dans le fond. Oui, Frédéric, tout ce que tu viens de nous dire là dans cette réponse-là, ça va concerner énormément la très très grosse entreprise. La réalité de beaucoup de gens qui sont ici, c'est qu'on est dans des business de croissance très rapide, où le moteur de cette croissance, c'est l'interconnexion, c'est l'économie en réseau, c'est donc ce qu'on appelle aujourd'hui globalement la networking economy, qui va reposer sur ces moteurs de cloud américains et ce genre de choses. Est-ce que tu as une offre de conseil pour ces gens qui vont être obligés, parce qu'il n'y a pas de croissance sans cette networking economy, il n'y a pas de croissance à très grande échelle pour passer de 0 à 200 millions, 300 millions, il n'y a pas. Alors, comme l'a dit Poupart, il y a des solutions françaises. Alors certes, elles ne sont pas au niveau des solutions américaines, elles sont peut-être un peu plus chères que les solutions américaines, etc., etc. Moi, ce que je vous dis, c'est de peser bien le pour et le contre à chaque fois que vous choisissez une solution américaine pour le cloud ou pour d'autres services. Évaluez vraiment s'il n'y a pas une solution française. N'écoutez pas votre DSI, parce que votre DSI va vouloir le plus bel outil au prix le plus bas. Ce n'est pas forcément le meilleur choix. Et surtout, si vous êtes dans des secteurs un peu compliqués, ou si vous avez des secrets de famille ou des informations, des données qu'il ne faut pas mettre à risque. Ce que vous a dit Poupart, c'est extrêmement important. En fait, vous ne vous rendez pas compte du nombre d'attaques qui ont lieu tous les jours sur les entreprises américaines via justement la captation des données, via les GAFA. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et je peux vous dire que nous, je fais partie aussi de ce qu'on appelle l'Observatoire d'intelligence économique français, qui regroupe une quinzaine d'experts en intelligence économique. Et tous les jours, nous sommes saisis par des entreprises comme les vôtres, d'accord, parce qu'elles ont un problème. Et nous faisons un peu le lien entre ces entreprises et les autorités, dont le CICE, dont l'ANSSI, etc., etc. C'est une catastrophe. Et la période post-Covid va être un accélérateur fabuleux sur ce type de prédation d'entreprises françaises. Le patron du CICE, c'est donc l'organisme qui coordonne l'intelligence économique en France avec la DGSE, la DGSI, la DRSD, est alarmé. Moi, je fais souvent des formations à ces personnes-là, notamment à la DRSD. Je ne sais pas si certaines entreprises de chez vous sont dans la défense, mais la DRSD, il faut aller les voir sur ces sujets-là. Ne restez pas seul, parlez. Ok, alors Frédéric va rester avec nous ce soir, donc je vous invite à lui poser toutes vos questions. En tout cas, merci beaucoup.